I'd like to apologise and say that there's not a moment and there hasn't been a moment since this tragedy happened that I haven't thought about your family. Je voudrais m'excuser, il n'y a pas un jour depuis cette tragédie où je n'ai pensé à la famille de Riva. Bonsoir, ces mots et ces sanglots sont ceux d'Oscar Pistorius, le plus célèbre des champions paralympiques. C'est sur cette affaire que nous allons revenir ce soir dans l'heure du crime. C'était il y a 7 ans, une nuit de février 2013, une nuit de la Saint-Valentin en Afrique du Sud. Le champion, le Blade Runner, comme il se surnommait lui-même, tirait à 4 reprises sur sa petite amie, le mannequin Riva Steenkamp. Un accident selon lui, un meurtre, finira par dire la justice. L'enquête aurait dû être des plus simples, mais elle va se révéler indécise, dans l'incapacité de trancher entre un geste délibéré ou un tir à l'aveugle causé par la panique. Les procès, ultra médiatisés, vont s'avérer eux-mêmes contradictoires au point de ne pas délivrer une solide vérité. Pour la justice sud-africaine, Oscar Pistorius est cependant considéré comme coupable. La Cour suprême d'appel l'a finalement condamné en 2017 à 13 ans et 5 mois de prison. 7 ans après le drame, l'affaire Pistorius n'a pas disparu des journaux. Elle y revient régulièrement. Dimanche prochain, la grande chaîne américaine sportive ESPN va lui consacrer une mini-série documentaire événement où l'enquête est refaite et la thèse de l'accident développée. Que s'est-il vraiment passé cette nuit-là ? Oscar Pistorius a-t-il abattu sa compagne de sang-froid ou a-t-il cru qu'il s'agissait d'un cambrioleur ? A-t-il été jugé coupable en raison d'un profil qui s'est révélé parfois sombre et inquiétant ? Nous essaierons d'apporter des réponses avec notre invité. Oscar Pistorius, un meurtrier aux jambes de carbone. L'enquête ce soir de l'heure du crime. À tout de suite sur RTL. 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Heure du crime où l'on revient ce soir sur le dossier Oscar Pistorius. 4 coups de feu qui vont faire du champion exemplaire et adulé d'Afrique du Sud un meurtrier. Ce jeudi 14 février 2013, l'inspecteur Hilton Botha, police de Pretoria, est réveillé à 4h du matin par le commissariat central. Une seule phrase, Oscar Pistorius a tiré sur sa petite amie. Le policier prend aussitôt la route, direction la maison du champion paralympique, 40 km au nord de la capitale sud-africaine, une banlieue huppée, une zone résidentielle protégée, Silverwoods Country Estate. Quand il pousse la porte de la demeure, la première chose qu'il aperçoit est le corps de la jeune femme, comme recroquevillé au pied d'un escalier. Riva Steenkamp, 29 ans, une mannequin blonde, vedette de la télé-réalité sud-africaine, et depuis 4 mois, la petite amie de Pistorius. Le corps est recouvert de serviettes de toilette, il y a du sang partout. Oscar Pistorius est dans le garage, assis sur un banc de gymnastique. Il porte un t-shirt maculé de sang, un short et des prothèses de marche. Il pleure, à chaudes larmes. Quand le policier lui demande s'il s'est lavé les mains, il répond oui. Elles aussi étaient pleines de sang. « Je croyais qu'il y avait un voleur », répète en boucle le champion entre 2 sanglots. Peu de détails pour le moment. Il explique avoir tiré en direction de la salle de bain. Quand il s'est aperçu qu'il avait touché et blessé Riva, il a aussitôt appelé le gardien de la résidence privée pour qu'il fasse venir les secours. Puis, il a empoigné le corps de la jeune femme, inerte, pour le déposer au pied de l'escalier. Là, il a pratiqué le bouche à bouche pour essayer de la ranimer. Un membre de la résidence accouru sur les lieux a fait un garrot. La jeune femme respirait encore, mais quand le médecin est arrivé, elle s'est éteinte au matin de la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Ce 14 février, l'Afrique du Sud, mais aussi le monde entier se réveille donc avec cette nouvelle stupéfiante. Le plus étonnant champion de tous les temps, celui qui depuis des années donnait des leçons de courage et de dignité à tous les sportifs handicapés, l'athlète aux jambes de carbone, Blade Runner comme il s'est lui-même surnommé, Oscar Pistorius, 26 ans, fait figure de meurtrier. Bonsoir Pierre Donadieu. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime ce soir. Vous êtes journaliste au service international de l'AFP, l'agence France Presse, et vous avez été le correspondant pour le journal L'Équipe en Afrique du Sud au moment de l'Afrique
de l'affaire Pistorius. Vous avez suivi ce dossier de A à Z et évidemment les procès. On va longuement en reparler dans cette heure du crime. Pierre Donadieu, c'est un choc total en Afrique du Sud, cette histoire, parce que là-bas, Pistorius, c'est un héros. Tout à fait. Pistorius, c'est vraiment le héros parfait, quelques mois avant cette Saint-Valentin, il venait de courir avec les valides aux Jeux Olympiques de Londres. Donc c'était la superbe histoire. Oscar Pistorius, le golden boy un peu sud-africain, qui était très apprécié, très connu, très reconnu en Afrique du Sud. Donc forcément, c'est un énorme choc. Personne s'attend à ça. Les gens l'apprennent le matin au réveil, dans leur voiture, dans leur chambre. C'est une nouvelle qui va faire une vraie déflagration en Afrique du Sud. C'est une nouvelle écrasante, d'autant plus que ces derniers temps, ça fait peu de temps qu'il est avec Reeva Steenkamp, cette mannequin sud-africaine, et c'est un couple glamour, c'est comme ça qu'on peut les présenter. Absolument, vous l'avez dit, Reeva Steenkamp, c'est un mannequin, elle a fait de la télé-réalité, elle fait un peu d'humanitaire, c'est le couple... glamour parfait, ils sont tous les deux très beaux, ils se mettent très vite en scène dans des événements de charité ou des remises de prix, on les voit ensemble heureux, tous les deux qui ont l'air très amoureux et très complices, alors que en effet ils se sont rencontrés que en novembre 2012, donc 3-4 mois avant le crime. Et ça a l'air de bien se passer entre eux, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas eu de scandale jusque-là. Dans ce qui apparaît à la télévision et dans les journaux, non. En tout cas, au moment où on apprend le crime, rien ne laissait transparaître quelque chose comme ça. Rien ne laissait prévoir qu'il y aurait une issue aussi fatale. Exactement. Même si là, on est dans la thèse peut-être de l'accident, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on dit de Oscar Pistorius à ce moment-là ? On sait qu'il est brisé, c'est un homme cassé. Est-ce qu'il va y avoir des images ? Est-ce qu'on va le voir ? Au moment du crime, pas vraiment, puisqu'il est très vite emmené par la police, donc par le détective l'inspecteur Hilton Botha, qui est un des premiers sur les lieux. Il est vite placé en garde à vue, parce qu'en fait, il ne va jamais nier être l'auteur des tirs. Oui, d'ailleurs, il le reconnaît dès que Botha, qui est un policier vedette, il faut le souligner aussi. On ne prend pas n'importe qui. Vraiment, c'est la grosse affaire en Afrique du Sud à ce moment-là. Il va dire tout de suite que, c'est un cambrioleur. Il a cru que c'était un cambrioleur. Il a tiré. Il y a pas de doute. Il n'y a jamais eu de doute sur le fait qu'Oscar Pistorius a tiré 4 balles sur Reeva Steenkamp. Après, on en reviendra, mais il y a des doutes sur comment ça s'est passé. Est-ce que c'était un accident ? On va longuement en parler. En tout cas, il n'y a jamais eu de doute sur cette question-là. Donc très vite, il reconnaît. D'ailleurs, il le dit comme vous l'avez dit, dès que les inspecteurs arrivent, il est maculé de sang, il reconnaît bien sûr être l'auteur des tirs. Donc il est placé en garde à vue. Et il va rester d'ailleurs quasiment une semaine en garde à vue et il va avant de sortir sous caution. Et il va raconter évidemment beaucoup de choses, en tout cas donner le scénario un peu plus exact de cette nuit dramatique où il faut le rappeler, encore une fois, il n'y a pas de témoins. On est dans un huis clos, dans cette merveilleuse résidence. Il y en a beaucoup de résidences comme ça en Afrique du Sud, très protégées. Donc en plus, donc on peut se dire que pour un cambrioleur aussi, l'accès est difficile dans ce genre de compounds, comme ils appellent là-bas. C'est vrai, mais c'est vrai que le contexte est très important parce que l'Afrique du Sud, c'est un pays où l'insécurité est dans les têtes de tout le monde, et en particulier des personnes riches de ce pays, comme Oscar Pistorius l'était. Donc c'est vrai que c'est quelque chose auquel vous pensez quand vous allez vous coucher. Le cambriolage, c'est quelque chose qui est dans l'esprit de chacun quand on se couche en Afrique du Sud. Dans l'esprit de chacun, mais pour le moment, la police scientifique est à l'œuvre. Le corps de Reeva Steenkamp va être autopsié. Oscar Pistorius lui a emboîté le pas. Les enquêteurs sont là, en masse, dans la maison. Et direction donc les locaux de la brigade criminelle de Pretoria. Face aux policiers, Oscar Pistorius détaille sa version des faits. Il n'en changera jamais. Un peu avant 4h du matin, il a entendu du bruit provenant de la salle de bain. Il a alors été envahi par une bouffée d'angoisse, convaincu qu'un cambrioleur était dans la maison. Il venait de s'endormir après avoir parlé jusqu'à 2h du matin avec Reeva et ne portait pas alors ses prothèses. Il explique qu'il s'est senti soudain vulnérable. Pistorius a alors saisi le pistolet qu'il garde toujours sous son lit. À portée de main, un 9 mm Parabellum. A enfilé ses prothèses, s'est dirigé vers la salle de bain, a continué à entendre du bruit et à tirer à travers la porte à 4 reprises. Il aurait alors exhorté Reeva Steenkamp, qu'il pensait être dans le lit, à appeler la police. Sans réponse de sa part, il aurait
alors défoncé la porte des toilettes à coups de batte de baseball et aurait retrouvé la jeune femme au sol, baignant dans une mare de sang. L'autopsie de Riva Steenkamp démontre que celle-ci avait les bras croisés dans la pièce où elle était enfermée. 4 balles de type dum-dum ont été tirées, des projectiles qui causent de plus graves dommages que des balles normales. La mannequin a été touchée à 3 reprises. Une balle a touché ses doigts, puis transpercé son bras. Une autre a pénétré près de l'oreille droite et une 3e a frappé la hanche. Aucune chance de survie pour la jeune femme qui n'avait pas prévu de passer la nuit chez Oscar. Elle avait finalement débarqué chez lui pour fêter ensemble la Saint-Valentin. Pour l'occasion, elle avait prévu de lui offrir une série de photos encadrées où ils posent tous les deux. Le chef d'enquête, Hilton Botta, est plus que sceptique en écoutant Oscar Pistorius. Il ne croit pas au réflexe de légitime défense. Il penche pour un meurtre intentionnel. Il pose une série de questions simples. Pourquoi un cambrioleur irait-il s'enfermer dans une salle de bain ? Pourquoi la victime serait-elle allée aux toilettes alors qu'elle ne voulait y accomplir aucun besoin urgent comme le détermine l'autopsie ? Pourquoi Riva avait-elle emporté avec elle son téléphone portable, si ce n'est pour avoir une conversation privée avec un tiers ou appeler au secours ? Autant d'interrogations martelées qui fragilisent la thèse de l'accident. L'inspecteur Botta va rédiger un rapport à charge contre le champion. Pierre Donadieu, journaliste à l'AFP, notre invité ce soir dans l'heure du crime. Vous étiez correspondant à l'époque en Afrique du Sud pour le journal L'Équipe, je le rappelle. Un cambriolage, pourquoi pas ? Après tout, on peut le dire, et notamment à cette époque-là, c'est monnaie courante en Afrique du Sud. La criminalité y est galopante. Tout à fait, c'est vraiment un contexte qu'il faut garder à l'esprit, c'est-à-dire qu'il y a des cambriolages très régulièrement, et surtout dans les maisons des quartiers huppés finalement, qui sont évidemment ciblés. Donc Pistorius étant un petit peu paranoïaque, mais surtout voilà, une personnalité riche, exposée, connue, il a forcément ça à l'esprit, comme la plupart des riches sud-africains le soir quand il va se coucher. Donc le cambriolage n'est pas quelque chose qui paraît aberrant, ni exceptionnel. Ni exceptionnel. Alors, pas étonnant non plus que, vous l'avez dit, il est peut-être un peu parano, Pistorius, mais qu'il soit armé, parce qu'il aime bien les armes, apparemment. Tout à fait, il a un profil, déjà dans son enfance, il a été élevé de manière dans un milieu assez viril, où on aimait la compète, les armes, et il a continué en tant qu'adulte à pratiquer le tir sportif. On l'a vu dans plusieurs vidéos où il s'entraîne à tirer sur des pastèques, sur des cibles. Voilà, il pratique le tir comme un loisir. Il a donc une arme avec lui, sous son lit, comme, là encore, pas mal de Sud-Africains aisés qui craignent les cambriolages. Donc là encore, rien d'extrêmement anormal. Il a beaucoup insisté sur le fait qu'il n'avait pas ses prothèses, que cela le fragilisait. Et d'ailleurs, on le verra plus tard, mais au procès, il y a des experts qui vont dire qu'effectivement, c'est quelque chose qui le trouble, qui le met en insécurité. C'est bien ça ? Alors, il faut rappeler qu'Oscar Pistorius est né sans péroné. C'est-à-dire que c'est son handicap de naissance. Donc il a été amputé autour de 11 mois. Sous le genou. Il a passé toute sa vie lorsqu'il est sans prothèse, à marcher sur les genoux. Et ça a été la ligne de défense quasi permanente à partir du premier jour jusqu'à la fin du procès. C'est sa vulnérabilité, justement. C'est que c'est quelque chose qui il peut s'enfuir nulle part parce qu'il a pas ses 2 jambes et sans ses prothèses, il est très vulnérable. Donc c'est quelque chose qui a vraiment compté dans la défense, en entendant ce bruit, cette peur du cambrioleur, il s'est retrouvé sur ses prothèses, à se lever, à aller vers le danger. Et ça, pour lui, c'était quelque chose qui l'a fait paniquer, en fait. Alors, cette ligne de défense, personne n'y croit, enfin les enquêteurs. J'ai parlé du chef d'enquête Hilton Botta, qui va être très dur avec Pistorius, qui d'entrée lui dit pas question, non, c'est pas du tout un cambriolage, il a en fait tiré, il savait très bien sur qui il tirait. Et puis, il y a aussi le premier procureur dans cette histoire, c'est Jerry Nel, qui lui alors va aller encore plus loin. Il va dire, ils se sont disputés. Sur quoi se base-t-il ce procureur ? C'est la thèse du procureur Nel, qui est un procureur très très agressif. On l'a surnommé le bulldog. C'est quelqu'un d'expérimenté. Il avait à l'époque 55 ans. C'est quelqu'un de très très fort et de respecté. Lui, il se base sur des témoignages de voisins, plus ou moins proches, dans le lotissement, dans le compound fermé où habitait Pistorius, qui auraient entendu des cris de femmes
au moment du drame. Des cris de femmes et donc 2 séries de bang, donc bang bang et bang bang. Et c'est un scénario d'ailleurs qui va être répété au procès. Exactement. Qui va causer d'ailleurs de trouble. On va pas très bien comprendre. On y reviendra sûrement, mais il démarre le procès avec ça en fait. Voilà. Les premiers témoins sont les voisins. Et donc le procureur, lui, il est persuadé que c'est une dispute qui a mal tourné. Une dispute d'amoureux. C'est une dispute d'amoureux qui a mal tourné et qu'Oscar Pistorius, donc que Riva Steenkamp s'est réfugié dans le cabinet de toilette, enfin dans la salle de bain toilette, et que Oscar Pistorius, en gros, l'a poursuivi et a tiré à travers la porte de rage ou que sais-je, et qu'il l'a donc tué sciemment en sachant qu'elle était derrière la porte. Et on a le sentiment finalement que la religion est déjà faite pour Pistorius. En dépit de son image, qui est très forte et de type bien, si je veux dire. Oui, c'est sûr qu'entre l'enquêteur, les enquêteurs principaux et le procureur, il est clair que les premières choses qui sont présentées, la première théorie, c'est ça, c'est qu'il a tué sciemment Riva Steenkamp. Le fait est que Oscar Pistorius est inculpé de meurtre. Il est emprisonné, placé en détention provisoire dans l'attente de l'audience devant un tribunal de Pretoria le 19 février. Rendez-vous qui doit décider tout bonnement de son sort, de la suite qui sera donnée à la procédure. 5 jours après avoir tiré et tué sa petite amie Riva Steenkamp, Oscar Pistorius comparaît le 19 février devant un juge de Pretoria, Desmond Nair. Ce n'est pas à proprement parler un procès, mais une audience de mise en état, destinée notamment à libérer ou non Pistorius sous caution dans l'attente de sa vraie comparution devant une cour criminelle. L'athlète affiche un visage pâle et repentant lors de l'audience. L'accusation, le procureur, estime que Pistorius a pris le temps d'enfiler ses prothèses, ce qui signe selon lui la préméditation de son geste. Le chef d'enquête, Hilton Botha, renchérit en affirmant qu'un témoin qui se trouvait dans une maison voisine a entendu des coups de feu, puis une femme crier, puis d'autres coups de feu, preuve que Pistorius savait sur qui il tirait. Botha situe le témoin à une distance de 600 mètres, puis se ravise 300 mètres. Malgré les imprécisions du directeur d'enquête, le juge Nair retient 6 chefs d'inculpation contre Pistorius, dont celui de meurtre avec préméditation. Après 4 jours de débat, le tribunal estime que Oscar Pistorius, qui a prévenu aussitôt les secours après son crime et n'a jamais cherché à prendre la fuite, peut être libéré sous caution fixée à l'équivalent d'environ 85 000 €. Il ne doit pas quitter le pays, rendre ses 2 passeports, pointer au commissariat 2 fois par semaine et ne pas consommer de drogue ni boire une goutte d'alcool. Le jugement précise que même si Oscar Pistorius s'est trompé sur l'identité de la personne se trouvant dans les toilettes, son intention première était bel et bien de tuer. L'accusation a marqué des points. Les arguments du chef d'enquête Hilton Botha ont été, semble-t-il, décisifs, même s'ils seront par la suite pris avec des pincettes. Le policier est effectivement dessaisi du dossier. Il ne dirigera plus les investigations, rattrapé par une plainte n'ayant rien à voir avec le dossier, une sombre affaire, accusé d'avoir tiré en 2009 sur un taxi collectif alors qu'il était ivre. La défense de l'athlète ne se privera pas par la suite de présenter ce policier qui a volontairement chargé Pistorius comme quelqu'un de dangereux et peu fiable. Pierre Donadieu, notre invité ce soir dans l'heure du crime. Vous couvrez à l'époque cette affaire pour le journal L'Équipe en Afrique du Sud. Un mot sur cet incident de parcours, et peut-être il y en aura d'autres, vous allez nous le dire, ce limogeage du policier en chef de l'enquête, et une enquête qui partait pas très bien en fait, même si l'accusation est ferme, mais qui part sur des bases pas très stables, c'est bien ça ? C'est assez simple, les policiers ont à peu près fait tout à l'envers. C'est-à-dire, on fait beaucoup d'erreurs. Hilton Botha en premier, il est très sûr de lui lorsqu'il arrive sur la scène de crime, vous l'avez dit, et il va en oublier des gestes élémentaires. Il va pas mettre de chaussettes de protection, il va toucher un peu à tout sans gants, donc il va clairement fausser la scène de crime. Ensuite, il y a eu des montres d'Oscar Pistorius qui ont disparu, des montres de valeur qui ont disparu lors du passage des policiers. Ce soir-là, le soir la nuit où les policiers arrivent. Le pire étant que les policiers ont mis par exemple 12 jours pour récupérer le téléphone portable de Pistorius. Ils s'en sont
sont souvenus 12 jours plus tard. Ils l'ont laissé sur place ? Ils l'ont laissé sur place. Son frère, Oscar Pistorius, l'a récupéré. Karl Pistorius l'a eu pendant 12 jours, donc avec le temps de supprimer ce qu'il avait. Alors là, c'est même pas des erreurs, c'est des bévues épouvantables, ce que vous racontez. Et il y a même encore pire. Il y a un autre colonel qui racontera pendant le procès qu'en effet, ils ont gardé la porte à travers laquelle Oscar Pistorius a tiré, là où il y a les 4 impacts de balles. Ils l'ont gardé dans un bureau de police lambda, c'est-à-dire pas du tout sous scellé, un truc ouvert aux 4 vents, comme une pièce, pas du tout comme une pièce à conviction. Donc ça veut dire que cette scène de crime, déjà, elle est piétinée, elle est souillée. Exactement, et la défense va s'en servir énormément, notamment au début du procès, et notamment aussi pour la libération sous caution d'Oscar Pistorius, en disant ok, vous avez retenu le meurtre avec préméditation, très bien, mais regardez tous les doutes qu'on peut déjà lever, vu comme vous avez traité la scène de crime. Et en Afrique du Sud, ce qui était intéressant, c'est que les gens ont commencé à se dire, si la police traite quelqu'un d'aussi connu qu'Oscar Pistorius de cette manière, avec si peu de précautions, qu'est-ce qu'elle fait des gens communs sur des affaires communes? C'est qu'on peut renvoyer tout le monde au tribunal avec très très peu d'éléments ou bien des éléments faussés. Encore un mot sur l'enquêteur en chef, Hilton Botha, qui, c'est curieux, mais l'Afrique du Sud est pourtant un grand pays, mais qui connaît Pistorius puisqu'ils ont eu maille à partir tous les deux, hein, c'est ça? Oui, parce que Pistorius a quand même un passé de violence, ou en tout cas un passé pas forcément judiciaire, parce que je crois pas qu'il n'était pas passé devant la justice, mais il a un passé avec la police, pas encore. En 2009, il a un accident de bateau où un accident de hors-bord où il pilotait clairement sous l'emprise de l'alcool et d'une vitesse excessive. En 2011, c'est là où il a affaire avec l'enquêteur Botha, alors qu'il avait fermé violemment la porte au nez d'une jeune femme qui chassait de chez lui lors d'une fête. Il a eu une altercation avec un footballeur sud-africain, il s'était un peu battu. Il a tiré sous la table d'un restaurant par erreur en manipulant une arme. Voilà, il a déjà eu maille à partir avec les enquêteurs. Il a déjà cette réputation de petite frappe. On le découvre en fait au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'au moment du crime, on ne sait pas vraiment tout ça parce que ça n'a pas fait finalement les gros titres, parce que c'était soit à l'époque où il était moins connu. C'est quelque chose qui a pas encore fait les gros titres, mais évidemment, une fois que le crime arrive, la presse va commencer à mettre son nez dans le passé de Pistorius et va ressortir toutes ces histoires. Et donc sa réputation de golden boy multimédaillé, superstar sud-africaine, va très vite devenir justement. Oui, c'est quelqu'un qui a le sang chaud. Voilà, quelqu'un qui a le sang chaud. Qui aime bien les armes, qui réagit vivement. Qui s'énerve rapidement. Même, je crois, ses entraîneurs vont dire qu'effectivement, il fallait pas trop lui parler sur un ton agressif parce qu'il réagissait très, très mal à ce qu'on pouvait dire. On va ressortir des affaires où il est battu parfois sur la piste par d'autres athlètes et où il est un peu mauvais perdant. Après, la presse, une fois, s'est mis... C'est ça. Donc, mais c'est une image qui est en train de se former, de se cristalliser autour d'Oscar Pistorius. Est-ce que, Pierre Donadieu, est-ce qu'à l'époque, il y a déjà des pros et des anti-Pistorius en Afrique du Sud? Oui, et ça va durer tout le long du procès. Chacun, comme on l'a dit, c'est une affaire qui a marqué l'Afrique du Sud. Et chacun avait un avis sur la question. Tout le monde disait il l'a fait sciemment, il l'a pas fait sciemment. Et donc il y avait même pendant le procès, et on se retrouvait devant le tribunal avec parfois d'ailleurs un collectif de femmes qui venaient pour défendre Oscar Pistorius. Il y en avait qui lui écrivaient des lettres d'amour, etc. Et de l'autre côté, des gens qui manifestaient aussi pour dire que c'était un féminicide et que c'était un tueur de femmes, etc. Et donc oui, il y a des pros et des anti-Pistorius. Chacun a un avis sur la question, en tout cas très tranché. Coupable de meurtre avec préméditation ou auteur de tir ayant entraîné la mort sans intention de la donner, c'est l'enjeu du procès qui va s'ouvrir dans 1 an à Pretoria, où Oscar Pistorius risque d'écoper de dizaines d'années de prison. Le 3 mars 2014, soit 11 mois après la nuit où il a abattu sa petite amie Riva Steenkamp, Oscar Pistorius apparaît à Pretoria devant la cour de justice de la province du Gauteng, l'équivalent d'une cour d'assises. L'accusé comparaît libre. Il porte un costume sombre, une cravate noire et une chemise blanche, une tenue qu'il va afficher tout au long du procès. Il prête serment devant Dieu. My name is Oscar Leonard Karl Pistorius. Is it right in the system of people? So help me God. Et il plaide coupable. La thèse d'une épouvantable méprise. Riva Steenkamp aurait été prise pour un cambrioleur. Pistorius a passé ces derniers mois à préparer sa défense, réfugié chez son oncle, un riche businessman, qui était son tuteur quand sa mère est morte. Le champion a tout vendu pour payer ses avocats, les meilleurs du pays. Chaque jour d'audience lui serait facturé 7 000 €.
Le procès, retransmis à la télévision, apparaît comme un calvaire pour Oscar Pistorius. On le voit plonger sa tête dans ses mains, sangloter et même vomir. Un seau a été placé à côté de lui. Les témoins défilent, les rapports des psychologues et des psychiatres se succèdent. L'un d'eux explique que Pistorius souffre d'une anxiété généralisée. Il serait hyper vigilant en raison de son handicap, prêt à réagir violemment au moindre sentiment d'attaque. La défense d'Oscar Pistorius a beau faire feu de tout bois pour sauver son client, le Blade Runner n'est pas convaincant. Lors de son interrogatoire, qui dure 9 jours, il se montre confus, imprécis. Il ne se souvient pas, modifie certaines de ses déclarations. Son avocat, le ténor du barreau de Pretoria, Barry Roux, vole à son secours, en affirmant, rapport médical à l'appui, que le champion souffre toujours d'un intense choc post-traumatique et n'arrive pas à faire le deuil de Reeva Steenkamp. Il suit pour cela une psychothérapie. Son état parfois s'empire et l'on craint qu'il ne fasse une tentative de suicide. Tout faire pour éviter la prison à celui qui fut un athlète adulé et donner un exemple. Pierre Donadieu, vous êtes à cette époque à l'audience, journaliste pour l'équipe, vous assistez à ce procès. Alors évidemment, on est à milieu du mythe Pistorius. Comment ça se passe ? Quel est ce procès hors norme qui s'ouvre à Pretoria ? Alors, le 3 mars 2014, il y a toute la presse mondiale qui est là, devant le tribunal. Il y a des centaines de journalistes, je pense. Donc c'est un énorme procès. Évidemment, quand il arrive, voilà, il est pas du tout flamboyant. C'est plus du tout le Golden Boy qu'on a décrit tout à l'heure. Il est prostré, il est livide. Il parle comme on l'a entendu, d'une toute petite voix timide. Voilà, c'est une énorme machine. Et à ce moment-là, donc, on nous dit qu'on en a pour 3 semaines. Et en fait, le procès va durer 7 mois quasiment. Oui, c'est ça. Et voilà, c'est la première fois en Afrique du Sud qu'un procès est retransmis à la télévision, en direct. Certes sur une chaîne du câble, mais que beaucoup de gens possèdent, et elle est retransmise dans des bars, dans les lobbies des hôtels. Enfin voilà, tout le monde suit ce procès comme on suivrait un polar, enfin un film, une série télévisée. Est-ce qu'on a le sentiment d'entrer, comme c'était le cas pour l'enquête, que Pistorius est en mauvaise position ? Oui, parce que l'accusation est lourde. Voilà. Et puis le procureur Nel, je le redis, mais c'est vraiment son surnom, c'est le bulldog. Il est très agressif et il démarre fort avec justement les témoignages des voisins qui ont entendu des cris, etc. Donc il démarre très fort. Le légiste qui arrive ensuite, qui va décrire par le menu l'autopsie de Reeva Steenkamp avec donc les balles expansives qui ont explosé. Les fameuses balles Doom Doom. Voilà, les balles Doom Doom. Donc en fait, ce sont des balles qui, lorsqu'elles pénètrent un corps mou, comme un corps humain, explosent et font des dégâts massifs. C'est à ce moment-là qu'Oscar Pistorius vomit parce qu'il supporte pas d'entendre le résultat de ce qu'il a fait. Et il y a un moment qui est extrêmement marquant. Ça doit être vers au moment de son témoignage, lorsqu'il est appelé à la barre et que le procureur le met sur le grill. Et vous l'avez dit, c'est plusieurs jours. On parle de 9 jours de témoignage, dont 6 aux mains du procureur. Donc c'est des questions, c'est des heures de questions intenses. Et il y a une séquence très très marquante. Le procureur montre une vidéo d'Oscar Pistorius qui tire sur des pastèques, qui explose des pastèques pour s'entraîner. Et dans la foulée, il termine la vidéo et il montre une photo en gros plan de Reeva Steenkamp, la tête explosée. Et il dit voilà, vous vous amusez bien à tirer sur des pastèques et voilà ce que vous avez fait à Reeva Steenkamp. Et là, Pistorius s'effondre. C'est un montage parce qu'il faut savoir que c'est une procédure anglo-saxonne et que finalement, il n'y a pas eu d'enquête proprement dite auparavant, si ce n'est cette garde à vue de 48 heures et que finalement, là, ce sont les magistrats qui font l'enquête. Il faut le préciser parce que c'est important. Pierre Donadieu, que révèle ce procès ? Il y a déjà, par exemple, cette histoire qui est très intrigante de SMS qui révélerait un homme jaloux. Les SMS échangés entre l'athlète et puis la mannequin. C'est une des bonnes cartes qu'avait le procureur dans sa manche et d'ailleurs l'accusation fait un début de procès très très fort, notamment en sortant ces SMS envoyés donc par Reeva Steenkamp à Oscar Pistorius où elle lui dit d'ailleurs clairement parfois tu me fais peur ou parfois tes réactions me font peur. Il y a des SMS aussi qu'elle envoie à sa meilleure amie Kim Myers qui disent un peu plus ou moins la même chose, que voilà parfois je me sens triste avec Oscar. Voilà, il y a des faisceaux d'indices qui montrent que Oscar Pistorius et Reeva Steenkamp étaient peut-être pas forcément le couple idéal et glamour qu'on nous présentait à la télévision. Il y a aussi, est-ce qu'on a analysé le téléphone de Reeva Steenkamp, parce que la presse va dire que en fait elle était en train de
textoté, si je puis dire, avec un ancien petit ami, je crois, c'était un rugbyman sud-africain. Ouais. Alors ça a jamais été vraiment tout à fait vérifié que le soir même elle textotait à quelqu'un d'autre, mais oui, ça a été amené par l'accusation. Ça a pas été, ça a pas fini par être un événement déterminant, mais en tout cas, il y a eu des rumeurs que la presse s'en est fait l'écho pendant plusieurs semaines que Reeva Steenkamp était en train de vouloir quitter Oscar Pistorius. Après, comme vous l'avez dit, elle est venue ce soir-là pour passer la Saint-Valentin. Elle avait envoyé un message, elle avait fait un petit cadeau à Pistorius ce soir-là. Donc, ce qu'on peut dire en tout cas, Pierre Donadieu, c'est que ce procès ne tourne pas vraiment à l'avantage de Pistorius. C'est ça. Le début du procès, non, pas du tout. L'accusation fait fort et la défense se bat, mais et le passage de Pistorius à la barre n'est pas une franche réussite. Le début de procès n'est pas son avantage, c'est clair. Le procès, interrompu et repris, dure 4 mois. Le verdict tombe enfin le 12 septembre. La juge Thokozile Masipa ne retient pas l'accusation de meurtre. Elle indique que Pistorius a fait un usage excessif de sa force, a agi de manière négligente. C'est l'homicide involontaire qui est retenu. 5 ans de prison. La fin de l'histoire ? Pas vraiment. Oscar Pistorius, star déchu, est incarcéré à la prison centrale de Pretoria. Il porte un uniforme orange comme tous les détenus et n'a aucun régime de faveur, si ce n'est une cellule individuelle dans le bloc médical du pénitencier, un espace spécialement aménagé à cause de son handicap. Après presque 1 an passé en détention, il peut prétendre à une libération conditionnelle. Celle-ci est prévue au mois d'août 2014, mais à la dernière minute, tout change. Le prisonnier ne pourra sortir que dans quelques mois. Le parquet a fait appel à la toute dernière minute d'une condamnation considérée comme trop légère. Il veut que Pistorius soit jugé une bonne fois pour toutes pour meurtre. 1 an plus tard, le 3 novembre 2015, le 2e procès Pistorius, audience d'appel, s'ouvre à Pretoria. Cette fois, l'incrimination retenue est le meurtre et l'athlète risque gros, jusqu'à 15 ans de prison. La famille de Reeva Steenkamp avait été effarée par le premier verdict, trop clément à ses yeux. Cette famille est présente, elle a bon espoir que cette fois, la justice soit plus sévère. Il faut qu'il paie pour son crime, il doit payer pour ce qu'il a fait, insiste Barry Steenkamp, le père de la victime. Le verdict finit par tomber. 6 ans de prison, une peine qui reste insuffisante pour l'accusation. La Cour suprême d'appel est saisie. À la lecture du dossier, elle considère que le témoignage du champion est vacillant et mensonger. Quant aux condamnations précédentes, elles sont qualifiées par la Cour suprême de scandaleusement légère. L'accusé est condamné en 2017 à 13 ans et 5 mois de prison, définitivement désigné comme le meurtrier de Reeva Steenkamp. Oscar Pistorius, 23 médailles d'or, 6 d'argent et 1 de bronze, est incarcéré au centre correctionnel d'Atteridgeville. Il pourra formuler une première demande de libération conditionnelle en 2023. Il aura alors 37 ans. Pierre Donadieu, notre invité ce soir dans l'heure du crime, il faut bien le dire, ce dernier procès d'appel n'a pas apporté vraiment d'éléments nouveaux au dossier Pistorius. Il n'y a pas de pièces ont été apportées, pas de surprise donc. En revanche, Pistorius a écopé d'une peine beaucoup plus lourde qu'auparavant. Pourquoi ? Il fallait absolument le condamner très sévèrement, Pistorius ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en Afrique du Sud, il n'y a pas c'est pas comme en France, il n'y a pas de jury populaire aux assises. C'est une juge professionnelle. C'est une juge unique, avec 2 assesseurs, mais c'est une juge unique, ou un juge unique, là, en l'occurrence, une juge unique qui décide de la peine et de la qualification. Donc, c'est une juge, la juge Thokozile Masipa, qui avait décidé d'abord de la qualification d'homicide involontaire et 5 ans de prison, puis des 6 ans. Et finalement, tout ce procès qui a duré 7 mois, qui a duré 49 jours, avec presque 40 témoins, va être... pas balayé, mais va être quand même rapidement mis de côté pour passer devant les juges de la Cour suprême qui vont d'abord requalifier en meurtre, puis ensuite mettre donc les 13 ans de prison. Donc voilà, lorsqu'il y a eu le verdict, c'est pareil, il y avait ceux qui trouvaient que c'était cohérent avec la défense de Pistorius, parce que l'avocat d'Oscar Pistorius, on l'a pas dit, mais fait une plaidoirie en première instance. Barry Roux, il fait une plaidoirie incroyable, c'est-à-dire qu'il se tient à une chronologie factuelle des faits avec les relevés téléphoniques, il déroule une chronologie.
que l'accusation ne pourra jamais mettre en défaut. Et je pense que cette plaidoirie a beaucoup joué dans la décision de la juge de d'abord donner seulement 5 ans de prison et de retenir le qualificatif d'homicide involontaire. Donc ensuite, voilà, après la Cour suprême a décidé de requalifier en meurtre puis de mettre 13 ans. Est-ce que c'était pour contenter une partie de l'opinion ? Je sais pas. En tout cas, les juges ont fait leur travail. Il faut quand même un petit peu détailler parce que cette fameuse Cour suprême qui pourrait être un petit peu l'équivalent de notre Cour de cassation, pour faire plus court, même qui a d'ailleurs beaucoup plus de pouvoir finalement, puisqu'elle a le pouvoir quasiment de juger et de trancher définitivement une affaire, ce que n'a pas la Cour de cassation. On a parlé aussi d'une dimension politique. Dans ce procès, le gouvernement sud-africain aurait insisté pour que finalement ça aille plus loin et qu'il soit condamné. Oui, parce que c'est une affaire qui est, on en parle d'ailleurs ce soir, c'est une affaire médiatique internationale. Donc l'Afrique du Sud, le système judiciaire sud-africain est sous la loupe du monde entier à ce moment-là. Et c'est vrai que le premier verdict, 5 ans de prison pour avoir tué sa petite amie, ça peut paraître peu, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est certain, c'est qu'il a tiré sur cette porte, il a tué Riva Steenkamp, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et a priori, il a eu l'intention de tuer la personne qui est derrière, que ça soit Riva ou un cambrioleur, il a eu l'intention de tuer en tirant ses 4 balles expansives. Donc c'est un meurtre. C'est ce que dit le tribunal d'ailleurs. C'est un meurtre. Est-ce qu'il a avec préméditation ou pas ? Ça, on ne le sait pas, mais on ne le saura jamais. Il n'y a que lui qui le sait. Est-ce que le poids de la partie civile, la famille de Riva Steenkamp, a pesé dans ce procès ? Franchement, je crois pas, parce que la famille, après la première instance, évidemment, ils étaient un peu effondrés, mais il y a quand même des interviews de la mère de Riva Steenkamp où elle dit voilà, au moins c'est fini. Ils étaient très éprouvés. Barry Steenkamp, le père, il a quand même fait une crise cardiaque pendant les 7 mois de procès. Ils étaient très fatigués, ils en avaient marre en fait. Et le 21 octobre, quand le premier verdict est rendu, les 5 ans de prison, ils disent on est quand même soulagés parce que c'est fini. Et en fait, on a continué. Le dernier verdict est rendu quand même en 2017, donc 4 ans après les faits. Alors, Oscar Pistorius est évidemment écroué, on l'a dit, il est en prison aujourd'hui, il purge sa peine. Pierre Donadieu, est-ce qu'on sait finalement, après tous ces procès, après toutes ces années d'enquête, etc., tous ces éléments qui ont été apportés, ces experts qui ont défilé à la barre, est-ce qu'on sait pourquoi Pistorius a tiré sur cette porte ? Non, il y a que lui qui le sait. Il y a que lui qui le sait. C'est le seul témoin direct de cette affaire. Et moi, je me souviens, lors du procès, il y a un policier qui était un expert de la police qui était venu à la barre et qui a eu cette phrase très juste. Il avait dit, Madame la juge, ce qui s'est passé derrière cette porte, on ne le saura jamais. Et c'est exactement ça, parce que c'est comme un polar dans lequel on n'a pas la fin, parce que on connaît tout du crime, on sait tout ce qui s'est passé, on connaît les faits, mais on connaît pas les motifs. Et il y a que Oscar Pistorius qui connaît les motifs, et c'est ça qui est extrêmement frustrant quand on a couvert ce procès. Chacun a son intime conviction, mais on ne connaît pas la vérité. Ce qui s'est passé derrière cette porte, seul Oscar Pistorius le sait. Voilà une belle formule qui résume tout à fait cette affaire qui reste encore bien mystérieuse. Merci beaucoup Pierre Donadieu d'avoir été l'invité de l'heure du crime sur RTL. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Marc Bisset à la réalisation. Un grand merci à vous toutes et tous d'avoir partagé cette heure du crime consacrée donc à l'affaire Pistorius. Toutes nos émissions, je le rappelle, sont disponibles en podcast sur toutes les plateformes et sur rtl.fr.